Le cœur d'une verrerie, c'est son four. C'est ici, dans son antre, que la magie opère, quand à haute température, le sable et d'autres ingrédients se transforment en verre liquide. C'est du four que cette lave en fusion tombe ensuite dans des moules pour être transformée en bouteilles. Ce cœur qui bat sans relâche, pour des rythmes de travail en équipe, jour et nuit. Ce four va pourtant s'arrêter ce jeudi 27 juin 2024. Le fabricant d'emballage Vetropack annonce l'arrêt immédiat de la production sur son site de Saint-Pré. Arrêt initialement prévu pour le mois d'août prochain. La direction justifie cette mesure irréversible par le mauvais état de la cuve de fusion et par un effectif réduit, avec un nombre inhabituellement élevé d'arrêts maladie qui ne garantissent plus le fonctionnement sécurisé de l'usine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où la production va tourner. Ouais. Ça me fait quand même beaucoup d'émotions. Vous savez un peu comment elle va se passer, cette journée, aujourd'hui ? Non, pas trop. Je sais qu'ils vont arrêter le gaz, ils vont arrêter de remplir le four et laisser figer le verre à l'intérieur du four. C'est encore pas très réaliste. Ça sera beaucoup plus réaliste au moment où on verra la dernière goutte tomber dans les machines. Les employés ont appris la nouvelle de l'arrêt du four la veille au soir. Pour eux, c'est plus qu'une page qui se tourne. Car à Saint-Pré, la verrerie plus que centenaire fait partie de l'histoire de nombreuses familles. Je suis la 3e génération. Mon grand-père a fait 7 ans. Mon père a fait 45 ans. Je suis à ma 15e année. Donc de dire que tout s'arrête du jour au lendemain, c'est beaucoup d'émotions. Je pense comme la plupart de mes collègues, j'aimerais être là au moment où ça va s'arrêter. Pour Claude Cornat, ancien directeur et président du conseil d'administration de Vetropack, l'arrêt du four remue aussi les souvenirs. La verrerie est dans la famille depuis 4 générations. Et si le siège du groupe est désormais près de Zurich, il tenait aussi à être là, en ce jour particulier. C'est la source de notre société, c'est ici que ça a tout commencé. C'est l'oncle de mon grand-père qui a fondé cette usine. Donc moi et nos familles, bien sûr, sont tous liés émotionnellement avec cette usine. C'est clair pour moi que je voulais être ici ce jour. Même si c'est un jour très difficile et très triste, bien sûr, je voulais être ici. Une tristesse en apparence partagée face à la disparition d'un pan d'histoire, à la fois personnelle, familiale et économique. Car derrière les destins singuliers directement concernés, la fermeture de cette verrerie en dit long sur les réalités du monde des affaires. Elle raconte aussi l'inertie des autorités suisses face à la désindustrialisation du pays. C'est un coup dur pour l'industrie vaudoise. Vetropack, le fabricant de bouteilles en verre, envisage de fermer son site historique de Saint-Pré. Ce matin, au Grand Conseil vaudois, une pétition. Pas question de soutenir l'industrie suisse avec des subventions. À durée déterminée, la majorité des employés de l'usine de Saint-Pré dans le canton de Vaud. La fermeture abrupte et mouvementée de la verrerie de Saint-Pré a tenu en haleine la Suisse romande pendant plusieurs mois. Chacun des épisodes de cette saga a nourri les espoirs des employés de maintenir le site en activité. Pour la paisible commune de Saint-Pré, la disparition de la verrerie est vécue comme un séisme. Fondée en 1911 par la famille Cornat, elle fait partie du paysage. Tous ici se souviennent du moment où ils ont appris la nouvelle. C'est pas tous les jours qu'on a un téléphone comme ça, c'est le directeur de la verrerie, donc M. Claude Cornas qui m'a appelé et qui m'a signifié qu'ils envisageaient de fermer la verrerie. Donc voilà, donc il avait averti le canton et puis le deuxième téléphone c'était pour moi.
Stéphane Porzi est le syndic de Saint-Pré. S'il s'inquiète pour l'avenir des employés et celui du site, ce coup de semonce résonne pour lui de manière très personnelle. Entre mon papa, mon grand-père et puis mon frère, c'est 107 ans de travail de la verrerie de Saint-Pré, donc quasiment l'âge de la verrerie. Donc il n'y a pas... Enfin, enfant, il n'y avait pas une journée sans qu'on parle de la verrerie ou de la production. Ou voilà, on y a joué dans la verrerie. On a amené à manger à mon papa le soir. Donc ouais, c'est une grande tristesse parce qu'on se dit que tout ce travail, c'est un travail qui est difficile. Hein. Donc pour ceux qui n'ont jamais été derrière un four, les 8 heures derrière un four, c'est pas 8 heures derrière un écran. Donc je peux vous dire que les gens, à la fin de leur travail, ils vont se coucher et puis ils vont pas faire encore du fitness. Voilà, donc c'est vrai que c'est se dire qu'on a passé toute une vie dans une société et puis qu'elle ferme, ben ça fait pas plaisir, c'est sûr. Et je crois que le plus, j'ai posé à mon papa, c'est vrai. J'étais choqué, je pensais pas. La chose terrible, c'est que je m'attendais pas. Je pensais que la seule verrerie en Suisse, on n'allait pas la fermer. La fierté de M. Cornas, j'ai dit, il ne va jamais le faire, donc on sera tranquille pendant des années. Mais non, je me suis trompé. Giuseppe Porzi, aujourd'hui retraité, a passé 47 ans de sa vie à la verrerie. Arrivé d'Italie en 1964, il y est entré comme réviseur de machines pour finir contremaître d'usine en 2011. Sa pensée rejoint celle de nombreuses personnes à Saint-Pré. Comment un Cornas, descendant du fondateur, pouvait-il tourner ainsi le dos à la première usine du groupe, construite en 1911 ? Si je vous dis que c'est une des toutes dernières bouteilles qui est sortie du four. C'est la dernière. Une des toutes dernières. Oui. On en a fait des millions, celle-ci. J'ai l'impression que c'est un de mes petits. C'est vrai. Mais je l'ai tellement vu passer que c'est vrai que c'était une expérience incroyable, la verrerie. Pour les employés de la verrerie, tout commence le jeudi 7 mars dans cette salle, la salle de la paix. Ils y sont convoqués par leur direction à 8 h du matin. Claude Cornas a fait le déplacement avec le directeur exécutif pour leur annoncer que leur usine allait probablement fermer dans les tout prochains mois. La fermeture de Saint-Pré n'est que la dernière étape d'une stratégie de délocalisation entamée à la fin des années 80. Vetropack commence alors à se déployer en Europe de l'Est pour une raison évidente. Les coûts de la main-d'œuvre y sont tellement moins chers. Le groupe rachète alors des verreries en Autriche, Slovaquie, Tchéquie, Croatie, Moldavie, Ukraine et enfin, plus récemment, en Italie. Durant cette même période, le groupe n'hésite pas à sacrifier 2 usines en Suisse alémanique et maintenant Saint-Pré. Le groupe conserve certes son siège à Bullach, dans le canton de Zurich, mais place plusieurs Autrichiens à sa tête. Après une longue attente et des questions envoyées à l'avance, Claude Cornas accepte de nous accorder une interview dans cette salle de la paix. C'est la rentabilité qui n'est pas suffisante. Depuis de nombreuses années, nous avons ce problème sur le site suisse pour vendre ensuite sur les marchés suisses et européens. La concurrence a fait baisser les prix sur les marchés et le cours du franc suisse face à l'euro a joué en notre défaveur. Si nous avons pris cette décision maintenant, c'est parce que nous devions décider de rénover complètement notre four, ce qui aurait relancé un nouveau cycle de 12 à 14 ans. Et les perspectives de retour sur investissement n'étaient pas bonnes. Et nous avons tiré la conclusion qui s'imposait. João Ferreira n'est pas prêt d'oublier ce 7 mars.
Quand bien même il préside la commission du personnel, il n'a même pas été prévenu de cette décision. J'étais même pas en Suisse. On avait fait une sortie avec les collègues et puis on était à Lisbonne et puis on était à l'hôtel puis on a reçu le téléphone des collègues qui étaient là pour nous dire qu'ils avaient fait un communiqué de presse comme quoi ils décidaient de fermer l'usine. Oui, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Ouais. On s'attend jamais à ça, hein. Sur le moment, c'était un choc. Puis la première réaction, c'est de dire c'est une blague, quoi. Puis après, on se rend bien compte que c'est vrai. Et puis, on est parti directement à l'aéroport pour revenir, quoi. À son arrivée à la verrerie, Joao trouve des collègues assommés par la nouvelle et qui n'arrivent pas à croire ce qu'on leur dit. Ils étaient dans le déni. Ils disaient non, c'est pas possible. Parce qu'ils avaient vraiment confiance à Vetropack, quoi. Un déni compréhensible pour des employés qui ont travaillé pour certains pendant des décennies dans cette usine, qu'ils considèrent un peu comme la leur. J'ai commencé ici en 1995 et puis j'ai un peu fait pas mal de postes. J'ai commencé comme aide-machiniste, hein, c'était la porte d'entrée à l'époque. Ici chez Vetropack, c'était aller travailler à la zone chaude avec le verre en fusion. Hein. Et puis une fois qu'on a cette formation, on devient machiniste et opérateur sur machine. Hein. Et tout ça fait presque 30 ans, quoi. Alors Joao, je vais vous demander de prendre la bouteille qui est à côté de vous. Oui. Si je vous dis que c'est une des dernières qui est sortie du four. C'est vrai? Ah, je savais pas. Des bons souvenirs, quoi. Quand j'ai commencé à travailler ici, je savais même pas comment on faisait une bouteille. C'est une couleur, on appelle ça la couleur feuille morte. C'est une couleur que... on était la seule usine du groupe à la produire. Et je peux vous dire, hein, qu'ils ont de la peine à produire ailleurs. Et puis, voilà, c'est ça. C'est quoi ces traces que vous portez? Ah, c'est des brûlures. C'est des brûlures. Je pense que les cuisiniers ont les mêmes. Hein. C'est des brûlures sur les bras, parce qu'on travaillait avec des moules à haute température. Et puis, le verre aussi chaud, hein, 600 degrés, qui explosait. C'est comme les boulangers. On a une matière première, du sable au départ, et puis on transforme ça en contenant en verre. Et des contenants qui peuvent durer des centaines d'années, qui restent vivants. C'est vrai que c'est très gratifiant comme métier. Ouais. Moi, j'adore ça. Ouais. La fermeture de l'usine va également prendre de court le monde politique vaudois, à commencer par la conseillère d'État Isabelle Moret, en charge de l'économie. J'ai su le 5 mars au soir qu'une société cotée en bourse devait faire une annonce. Et donc le 7 mars au matin, j'ai découvert que c'était Vetropack qui était dans mes bureaux pour m'annoncer la nouvelle. On a posé énormément de questions à cette séance pour comprendre pourquoi est-ce que Vetropack décidait de fermer Saint-Pré et surtout pour savoir quel levier on allait pouvoir utiliser pour les faire changer d'avis. Le canton met sur pied une task force pour essayer de conserver l'usine à Saint-Pré. En parallèle, les employés, appuyés par leurs syndicats, créent un groupe de travail pour sauver leurs emplois. La loi impose en effet une procédure de consultation en cas de licenciement collectif. Ils ont quelques semaines pour proposer un plan de sauvetage crédible. On faisait ça pas à la place de notre job, mais bien en plus de notre job. Donc c'était beaucoup d'investissement à ce niveau-là. On a fait des téléphones, on a fait des recherches, on a énormément de mails, énormément de choses comme ça, pour vraiment constituer un vrai projet et quelque chose avec un rapport final qui tienne vraiment la route, quoi. Nous, on y croyait, hein, vraiment, on y croyait jusqu'au bout. On a cherché des solutions pour réduire les coûts, pour rendre plus rentable, vu qu'ils disaient que c'était un manque de bénéfices. En Suisse, c'est difficile d'économiser sur la main-d'œuvre. On a essayé d'économiser sur les énergies. Donc on a cherché toute nouvelle solution pour pouvoir économiser un maximum d'énergie. Les employés vont travailler sur la modernisation de cette usine vétuste, bien trop énergivore. Ils se concentrent sur le choix d'un nouveau four, plus efficient, un investissement que la direction avait promis de longue date, mais n'avait cessé de reporter.
Alors, les grandes lignes, c'était de changer la technologie du four. On était sur des anciens fours traditionnels, chauffage à gaz. Nous, on est parti sur une nouvelle technologie qu'on avait trouvée, qui était un four à oxyfuel, donc généré par de l'oxygène. Nous, on a vraiment vu Saint-Pré comme une usine pilote. Ça aurait été bien pour le groupe, je pense, de prendre aussi ce virage anti-CO2 et tout ça, quoi. Donc, pour nous, ça aurait été bien. Ces travailleurs ont, oui, travaillé, mais on a eu des devis de fournisseurs, on a eu des experts, on a eu des contacts avec l'EPFL aussi. Donc, c'est un rapport qui a été validé par plusieurs personnes. La majorité des chiffres ont quand même été donnés en retard, ce qui nous a fait prendre du retard et compliquer aussi le développement de ce projet. Car si on aurait eu les chiffres depuis le début, les travailleurs auraient pu probablement élaborer mieux certains concepts, par exemple au niveau de la clientèle, au niveau aussi du transport. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions posées. Nous avons donné toutes les informations demandées par les délégués du personnel. Bien sûr, il y a des éléments que nous ne pouvions pas dévoiler en raison de la concurrence. Et cela reste le cas pour aujourd'hui. Mais l'échange d'informations a été ouvert et nous avons répondu, autant que je sache, à toutes les questions posées. Les employés proposent aussi de couvrir l'immense toiture de panneaux solaires et de récupérer la chaleur du four. Autant d'innovations qui auraient permis de réduire les coûts énergétiques et surtout de bénéficier de subventions fédérales importantes via 2 nouvelles lois sur le climat. Leur plan de sauvetage convainc la conseillère d'État Isabelle Moret. Ce projet était intelligent, les chiffres démontraient qu'il était rentable et il se basait sur un levier fort qui était les moyens financiers que la Berne fédérale pouvait mettre à disposition avec les nouvelles lois sur le climat et l'innovation. Et connaissant les possibilités financières, je me suis dit, là, on a vraiment une chance de sauver les emplois de Saint-Pré et la verrerie. Forte de cette conviction, Isabelle Moret demande un entretien aux conseillers fédéraux Guy Parmelin et Albert Rochety avec la direction de Vetropack. Son but, évaluer les subventions fédérales dont pourrait bénéficier la verrerie. Car les nouvelles lois sur le climat, qui entrent en vigueur en 2025, permettent de dégager des moyens conséquents pour favoriser la transition écologique des entreprises. Et ces moyens financiers, ils étaient vraiment importants. Jusqu'à la moitié du nouveau four pouvait être payé par l'État. Clairement, c'était plusieurs millions que les 2 conseillers fédéraux mettaient sur la table. Quand on vous pouvait aussi ajouter un montant. Et je pense que le Conseil d'État aurait pu obtenir l'autre moitié du versement, de l'investissement de ce nouveau four très rapidement auprès du Grand Conseil. Ceci, c'était un levier qui était formidable. Le projet était, me semble-t-il, viable. Et moi, je suis montée à Berne en pensant qu'on allait négocier combien, quand. Et lors de cette séance, en fait, Vetropack n'a pas négocié. Ils ont juste expliqué aux 2 conseillers fédéraux pourquoi, de leur point de vue, il fallait fermer l'usine. Et en clair, ils n'avaient pas changé d'un iota leur position depuis le 7 mars. La direction de Vetropack va rester sourde à toutes les propositions de rénovation de son usine, malgré la mobilisation de 2 conseillers fédéraux, chose rare en Suisse. Vetropack aurait pourtant bénéficié de subventions étatiques à hauteur de 20 à 30 millions de francs pour ses investissements. Mais pour Claude Cornaille et son conseil d'administration, le problème est ailleurs. Il y avait 2 lois liées au climat, par exemple. Mais les montants qui auraient pu être libérés par ces lois étaient trop faibles et ne correspondaient pas aux besoins. Vous parlez de soutien à l'investissement. Et nous avons toujours dit que l'investissement en soi n'est pas le problème, mais le rendement sur les 12 ans à venir. Donc la question est, s'agit-il de subsides à l'investissement ou de subsides annuels sur les 12 prochaines années? Et cela n'a pas été discuté en tout cas. Ce refus aurait surpris le Conseil fédéral. Avec Vetropack, il espérait démontrer le bien fondé de ces nouvelles lois de soutien à la transition écologique de l'industrie.
Si Vetropack porte une partie de la responsabilité de cet échec, en optant pour la délocalisation de sa production, se pose aussi la question de la politique industrielle suisse. Est-elle vraiment à la hauteur des enjeux ? Dans peut-être 50 ans, on se posera des questions sur l'industrie suisse, on se posera des questions sur ce qui a été produit ici et pourquoi on l'a perdu. Voilà, dans un monde globalisé, mondialisé, c'est facile, mais dans un monde qui de temps en temps a des tensions, des problèmes, puis qu'on n'a pas l'outil de production sous la main, ben voilà. Donc c'est symbolique, ça fait partie du patrimoine vaudois et suisse aussi. Au risque de surprendre, l'ancien ministre radical vaudois Pascal Brulis n'hésite pas à prôner plus d'interventionnisme étatique afin de protéger l'industrie suisse. Donc la verrerie disparaît, ça veut dire qu'on ne produira plus ici. Donc le verre qu'on va importer viendra de l'étranger. Ça créera du CO2 au travers des camions, au travers de la distribution, le dispatching sur le territoire. Puis après, on n'aura même plus, en quelque sorte, des récupérateurs, puisque la verrerie de Saint-Pré avait aussi un cycle de récupération et on réjectait en quelque sorte le verre dans le circuit. Je trouve ça dommage. Vous savez, quand il y a tout d'un coup une casse, le libéralisme à outrance, c'est souvent qui est le meilleur gardien, c'est un État fort, solide. Moi, je suis pour un État qui donne une liberté d'action, mais de temps en temps, l'État doit aussi préserver. D'ailleurs, si l'Europe, qui est plutôt libérale, le territoire européen est plutôt libéral, réfléchissent à protéger le territoire européen sur le parc véhicule en mettant des taxes sur les voitures chinoises, ben c'est bien pour protéger l'emploi au final. Pourquoi pas aussi protéger certains secteurs de notre production suisse avec des taxes. J'ai écrit au conseiller fédéral Parmelin pour lui dire voilà, c'est la dernière verrerie de Suisse, nous sommes dans une époque d'économie circulaire. Est-ce que nous ne devons pas conserver une verrerie en Suisse? Est-ce que ce n'est pas une branche qui fait partie des branches qu'on doit absolument conserver dans notre pays? Et la réponse a été non. Ça ne fait pas partie des entreprises qu'il faut absolument conserver. Le fait qu'il y ait d'autres verreries en Europe suffit. Nous renonçons à une approche de politique industrielle au sens vertical du terme et donc à des mesures en faveur de certaines entreprises ou de certaines branches. C'est regrettable que nous perdions cette production de verre au pays, mais il n'y a pas d'aspect, comme on dit en allemand, système relevant là derrière. En d'autres mots, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de secteur industriel stratégique méritant un soutien financier particulier. Une posture très éloignée de ce qui se fait pourtant aux États-Unis, en Europe et même en Chine, où l'on subventionne des pans entiers du secteur industriel. Et c'est pourtant dans le secteur du verre, justement, que la France vient de faire le choix inverse de la Suisse. C'est ce que montre le sauvetage ce printemps encore de la célèbre verrerie Duralex à Orléans. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument sauver Duralex? Parce que Duralex, c'est le patrimoine. C'est pas possible, on peut pas laisser partir cette boîte, on peut pas laisser fermer un patrimoine comme celui-ci, on peut pas... c'est pas possible. François Marciano est le directeur de Duralex. Quand son usine a été mise en faillite, il joue son va-tout pour la sauver, pour des raisons aussi bien stratégiques que sentimentales. Duralex, je vous rappelle, c'est du verre. Du verre, c'est l'air du temps. Hein. C'est du verre, vous n'avez pas de verre qui flotte dans la mer. Hein. Ça s'appelle du plastique. Nous, le verre, on le récupère, on le remet dans le four. C'est un produit qui ne pollue absolument pas. Hein. C'est magique. Donc, on est vraiment sur un produit durable, un produit dans l'air du temps, un produit moderne. Donc, il ne faut pas arrêter un patrimoine comme ça, c'est pas possible.
Mon grand-père était souffleur de verre, il s'appelait Angelo Marciano. Il a soufflé le premier tube cathodique. Donc c'est vraiment un souffleur d'art. Il a soufflé les lustres de l'Opéra de Paris. C'était son métier. Moi, j'ai senti le verre avec mon grand-père. J'avais l'odeur du verre. Donc le verre est dans la famille et, je veux dire, presque coule dans nos veines. Parce que Duralex a déjà connu plusieurs faillites, François Marciano ne croit plus à un énième rachat par un groupe industriel. Dès lors, avec l'aide des syndicats, il monte un projet de reprise par les employés sous forme de coopérative participative. La seule différence, c'est que on ne rémunère plus l'actionnariat. L'argent reste ici. C'est pas du tout comme un actionnariat qui veut des rendements. Nous, il n'y a pas tout ça, donc ça change absolument tout au niveau financier, au niveau philosophie. C'est à nous maintenant. Donc on va faire attention de ne pas dépenser, on va faire attention à notre entreprise, on va faire attention à notre outil. C'est complètement une culture qui change. Certes, l'histoire de Duralex n'est pas entièrement comparable à celle de Vetropack. Mais ici, à la différence de Saint-Pré, tous, directeurs, employés, politiques et partenaires privés, ont tiré à la même corde pour sauver ce fleuron industriel. Moi, j'en ai ras-le-bol de la désindustrialisation. Je peux le dire de la France, mais je peux le dire de l'Europe. Parce que les États européens à des degrés divers sont à peu près tous dans la même situation. Et nous, particulièrement en France. Donc moi, j'en ai marre et je dis qu'il faut une volonté politique pour dire maintenant, ça suffit. Le maire d'Orléans est bien sûr convaincu par le plan des employés. Mais il veut surtout montrer que sauver Duralex, c'est s'inscrire dans un projet politique beaucoup plus large. Il y a des domaines stratégiques. Il y a des domaines clés sur lesquels on veut que le pays, et j'élargis à l'Europe tout entière, on continue d'exister dans les décennies et au-delà. Nous, dans l'organisation française, nous n'avons pas compétence pour verser directement ce qu'on appellerait des subventions, pour faire simple. Donc on ne peut pas procéder par ce mécanisme-là, on ne peut pas garantir des emprunts bancaires, on n'est pas là-dedans. Mais par contre, nous, ce que nous avons très rapidement dit, nous pouvons acheter le foncier de l'entreprise Duralex. C'est 14 hectares, c'est grand, ça vaut de l'argent, et nous, on se porte acquéreur. Alors concrètement, vous avez la métropole qui va racheter l'immobilier donc de l'entreprise, qui nous permet d'avoir une grosse somme en cash. La région nous fait un prêt remboursable à 12 mois, donc ça nous laisse aussi un peu d'oxygène. Et après, vous avez les privés qui sont venus avec eux. Et donc ça va nous permettre de redémarrer l'activité, de grandir petit à petit. Là, c'était, on va dire, l'occasion d'essayer autre chose, en fait, de prendre nous-mêmes les choses en main, les salariés, travailler pour nous, dégager des bénéfices qui seront pour les salariés et pour l'usine, parce que, mine de rien, une usine comme ça demande des investissements. Si on tombe sur un actionnaire qui exploite l'usine sans jamais mettre d'argent dedans, ça ne peut pas marcher longtemps. Donc, Duralex est là pour durer pour vous? Oui, bien sûr. Oui. C'est quand même une marque qui est là depuis bientôt 80 ans. C'est fabriqué en France et il n'y a pas de pièces rapportées. À Saint-Pré aussi, on aurait souhaité sauver ce patrimoine qu'est la verrerie. Alexandre Pitet est le dernier souffleur de verre de Saint-Pré, encore en vie. À 94 ans, il voit encore régulièrement ses anciens collègues. Dans ses souvenirs, il y a bien sûr une certaine nostalgie pour une époque révolue, mais aussi un certain fatalisme. Moi, j'ai soufflé les verres au dehors, là, tout ça, avec Chouchou, là, le beau verre. Là. Chouchou. Ça c'est l'ancien four à pot. Et il a été arrêté, stoppé en 1944. Vous aviez imaginé que vous passeriez 47 ans dans cette verrerie?
Bon, c'est pas autre chose. Parce que quand on sortait de l'école, à part un ou deux qui on était beaucoup de gamins à l'école. Hein. Alors sur la quantité, il y en a 2 ou 3 qui partent en apprentissage. Tout le reste venait à la verrigne. Mais l'école, c'était la pépinière de la verrigne. Ça, c'est clair. Hein. Depuis que j'y étais, il y a tout eu débat. Hein. Déjà, depuis les années 90, on parlait de fermer Saint-Pré au Bullard. Ils ont fermé Bullard, on savait que c'était Saint-Pré qui passait après. Après l'arrêt du four, en juin, l'usine a tourné au ralenti. Ce n'est qu'en août que nous avons enfin été autorisés à filmer à l'intérieur de la verrerie. Les 187 employés ont tous reçu leur lettre de licenciement. La moitié d'entre eux partiront dans quelques jours. Le travail depuis la fermeture, c'est un peu voir les machines. Le démontage, on a déjà commencé à faire. Et le retriage des bouteilles, des palettes qu'on avait bloquées. C'est surtout ce type de travail qu'on fait actuellement. Vous avez peur pour l'avenir? Pour l'avenir, je ne dirais pas ça, mais oui, on pense l'avenir. Commencer à penser des autres choses, ce n'était pas prévu. Ils ont créé un plan d'occupation pour les gens. Au début, on triait des bouteilles qui avaient des défauts. Et puis maintenant, on est en train de casser des palettes, des bouteilles qui sont à casser. On est en train de casser. Moi, j'ai jamais cassé de bouteille dans ma vie. Hein. J'ai toujours produit des bouteilles. C'est très difficile. Moralement, c'est très difficile de faire ça. Ouais. C'est pas simple. Les tâches que l'on donne à ses employés sont des crève-cœurs. Ils doivent par exemple emballer leurs précieux moules. Destination Autriche et Italie, là où les bouteilles seront désormais fabriquées à moindre coût. Et c'est la réalité que les employés de Saint-Pré n'ont pas voulu voir. Depuis des années, la verrerie n'avait plus rien d'une entreprise familiale. Vetropack s'est mué en une holding internationale, cotée en bourse. Quelques signes, oui, j'en avais. Parce que je voyais quand même que les investissements ne suivaient pas toujours, qu'on me demandait de reporter les investissements, que le décalage du four qu'on devait leur faire, c'était toujours 2 ans plus tard. Donc oui, quelques signes, je les avais, mais je ne voulais pas y croire. Avec le recul, maintenant, on se rend compte que le tournant, je pense, c'était l'achat de l'usine en Italie. On parle beaucoup de fermeture, de non-rentabilité de l'usine à Saint-Pré, mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est une délocalisation, tout simplement. Parce que ce tournant, ils ont racheté l'usine en 2016. C'était la date qu'on devait refaire le four. Et là, on a tout de suite décidé de ne plus le refaire. On a reporté. Et depuis ce jour-là, on reporte jusqu'à ces jours. Bah, peut-être avec l'arrivée des Autrichiens, on a senti quand même un changement. Donc, c'est vrai que déjà, quand mon papa y travaillait, l'arrivée des Autrichiens a changé un tout petit peu la relation malgré tout. En tout cas, au sein de la verrerie. Je me souviens que mon papa, il a donné beaucoup de cours aux Autrichiens où il allait un petit peu optimiser les autres verreries. Et puis, tout à coup, ça s'est inversé. C'est les Autrichiens qui venaient expliquer comment on fait du verre à Saint-Pré. Il est bon. Ouais, ce qui m'a le plus marqué, c'est que tu m'as dit que tu aurais préféré pas être là. Tu aurais préféré plus être là pour ne pas vivre la fermeture de la verrerie. Oh, j'ai dit, j'ai jamais pensé à faire. Je ne pouvais pas penser que la verrerie partait avant moi. Encore l'autre jour, j'ai passé en voiture. En général, quand je passais, il y avait toujours quelqu'un qui me faisait signe, qui me reconnaissait, mais là, il n'y a plus personne. C'est dingue. C'est le profit qui manquait. Voilà, je pense que les actionnaires, ils ne veulent pas mettre l'argent sur des trucs qui ne gagnent pas de l'argent. Voilà. Donc on a vu avec Vauville, on l'a vu avec Bullard. Et ils ont déplacé, pourtant Bullard, elle tournait bien, hein. Mais ils ont déplacé la fabrication en Autriche. Pourquoi? Parce que l'Autriche, il y avait plus de marge.
plus de rentabilité. C'est la loi du marché. Une loi du marché qui n'affecte pas que les employés de Saint-Pré. À l'autre bout de la chaîne, les clients aussi sont impactés. C'est le cas de Roland Château, en Bourgogne, qui travaille depuis 40 ans avec la verrerie. Ce gros distributeur de bouteilles avait fait du Swiss Made son argument de vente. Pour un verrier suisse, pour nous, il nous semblait que conserver son usine suisse était quand même primordial. Voilà. La Suisse est connue pour la qualité de ses fabrications, donc c'est vrai que nos clients sont conscients du Swiss Made, et c'est d'ailleurs ce qu'on perd. Sans compter le casse-tête logistique qui va se poser à lui et son fils avec qui il co-dirige l'entreprise. Avec des bouteilles désormais fabriquées en Italie et en Autriche, tout change et de manière abrupte. Un problème encore non résolu et qui pourrait affecter son activité et ses 60 employés. La logistique est complètement différente. Pour l'Autriche, il faut quasiment 3 jours de transport, au lieu d'une journée quand on allait à Vétropac-Saint-Pré. Et puis pour l'Italie, c'est au moins 2 jours. Donc tout ça, ça complique. Et puis surtout, ça nous entraîne à une augmentation très importante du coût du transport. Voilà. Donc ça, ce sont des questions qui restent en suspens et qu'il va falloir, avec Vétropac, régler. Leur organisation a fait que la direction export a été confiée à leurs usines, leurs responsables autrichiens, et qu'on a été suivi ensuite par l'Autriche. Ce qui fait que, bon, ça crée des liens différents. Voilà. L'usine de Saint-Pré disparaissant, on craint aussi d'être peut-être dilué au sein des usines du groupe et de perdre un petit peu de notre impact et de notre importance. À la verrerie de Saint-Pré, c'est dans leur chair que les employés subissent la stratégie de délocalisation de Vétropac. Une fois la fermeture confirmée, au mois de mai, et le licenciement collectif prononcé, les relations entre la direction et le personnel vont se durcir. Les salariés vont ainsi se battre pendant plusieurs semaines pour obtenir un plan social digne de ce nom. Vient la phase où ils annoncent leur plan social, qui est quasiment rien. À l'époque, au début, il y avait 80 personnes qui partaient avec un salaire ou les autres avec rien. Et là, ils ont été choqués. Solidarité avec les travailleurs de Vétropac. Après des premières séries de négociations infructueuses à leurs yeux, les employés se mettent en grève le 24 mai. Une grève qui va durer 6 jours et 6 nuits et qui va coûter cher à l'entreprise. C'est un outil pour faire monter la pression dans la négociation. C'est évident. Personnellement, je pense que ce n'était pas correct, parce que nous étions encore dans le processus de négociation. On peut admettre la grève, et c'est aussi confirmé par la jurisprudence lorsqu'elle intervient en ultime recours. Et ce point n'était pas encore atteint, parce que nous étions dans le processus de discussion. Ce n'était pas des vraies négociations en plus au début. C'est aussi pour ça, c'était la troisième revendication de la grève, c'était avoir des vraies négociations. C'était que des cacahuètes qu'ils donnaient. Je pense que dans ma vie, j'ai rarement vu un mépris autant puissant vers le travailleur, des travailleurs de la base qui ont travaillé des décennies pour cette entreprise, qui ont des brûlures au bras aussi pour cette entreprise et qui n'étaient pas pris au sérieux devant la direction, qui essayaient de gagner des centimes. Les employés affirment que vous aviez proposé 1 mois de paiement pour les employés qui étaient là de très longue date et pratiquement rien pour ceux qui étaient là depuis peu de temps. Je n'étais pas présent à toutes les séances de négociation. Il y a eu des étapes pour rapprocher les positions. C'est le but, le jeu, vous pourriez dire, des négociations. Mais la décision de faire grève est tombée bien après notre première proposition. Nous étions déjà bien avancés. Mais malgré tout, les employés et les syndicats ont décidé de faire la grève.
Les employés en ont voulu à Claude Cornas de ne pas s'être impliqué davantage, car cet héritier des fondateurs de la verrerie est aussi l'actionnaire majoritaire de Vetropack. Au plus fort de la confrontation, Unia va jouer la provocation. Avec les travailleurs, on a créé un avis de recherche pour le rechercher et pour rechercher quand même les millions qui manquaient au niveau du plan social, car on sait très bien que la famille Cornas est dans les 300 plus riches en Suisse et qu'ils pouvaient bien sûr se permettre d'accompagner les travailleurs dignement. Ce sont les méthodes des syndicats, des attaques injustes et personnelles. Et ils ont besoin d'un visage dans les médias. Ce sont des procédés injustes. Ils parlent toujours de respect, mais si c'est ça leur vision du respect, ça en dit long sur eux. Je n'ai pas porté plainte. C'est comme ça. Chacun peut se faire son opinion. Témoin privilégié, Stéphane Porzi regrette la tournure qu'a pris ce bras de fer. Pendant la durée de cette crise, il a navigué entre son histoire de fils de verrier, attaché à la verrerie, et son rôle de syndic, désireux de maintenir la paix sociale dans sa commune. Je pense que la grève, elle apporte rien. Voilà. Mais c'est que mon avis de syndic, puis c'est pas de notre état d'esprit de Suisse de faire la grève. Voilà. Donc pour moi, c'était contre-productif. Mais j'ai pas perdu de mon emploi, donc c'est facile de le dire comme ça. Les négociations finiront par reprendre, dans un endroit neutre cette fois-ci, loin de l'usine. À la demande de Vetropack, le syndic mettra à disposition une salle à la mairie. C'était comme une ambiance un peu lourde. C'est vrai que, ouais, on sentait que c'était quand même des discussions serrées et puis ça rigolait pas tellement, voilà. Comment se fait-il qu'on soit arrivé à ce degré de tension et à ce bras de fer ? Ouais, c'est un petit peu ce que je peux regretter. J'aurais préféré que ces ouvriers soient traités peut-être un peu plus dignement, puis qu'ils n'aient pas besoin de se battre autant pour obtenir ce qui est, à mon avis, ce qui leur est dû. Surtout que c'est pas une fermeture. Vetropack fait pas faillite. Vetropack va continuer à gagner de l'argent, ils vont continuer à produire des bouteilles. Donc voilà, je trouvais que ça aurait dû être plus simple pour les ouvriers. Ouais. Au final, un plan social est signé. Les indemnités de départ se montent à un demi-salaire par année de service, mais sur 20 ans maximum. Les employés ont pu obtenir des conseils personnalisés pour la préparation d'un CV ou d'un entretien d'embauche. Certains ont aussi bénéficié de cours de français et d'une bourse de formation à hauteur de 2000 francs. Quand on voit que vous avez géré des équipes de 40 personnes pendant plusieurs années, que vous avez travaillé dans des grosses boîtes ou des boîtes qui ont vécu plusieurs années, ça amène déjà aussi une crédibilité. Et pour vous-même, vous avez bon espoir ? Je n'ai un bon espoir. On va voir. Quand je suis venu ici, c'était pas pour partir. Et c'est pour ça que je suis là 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis là. Et puis, c'était pour continuer jusqu'à la retraite. Il me manque encore 15 ans. J'espère ne pas aller au chômage parce que je veux pas. Je veux trouver un job, mais tous les CV que j'ai envoyés jusqu'à maintenant, c'est des non. Je sais pas, il faut changer la date de naissance peut-être, parce que je vais faire 50 en septembre, le mois prochain. Peut-être ça aide pas non plus, je sais pas. À 18 ans, vous vous rendez compte, moi j'arrive ici, je connaissais rien, mais j'ai tout appris à la verrerie. Donc on s'attache, c'est presque notre verrerie. Et c'est aussi grâce à sa verrerie qu'il va rencontrer Josette et fonder une famille avec elle. C'est toute ma vie. J'ai eu mes parents qui ont travaillé, mon mari, mon fils. C'est ma vie. On était des verriers. Là, je me rappelle, c'est un Noël passé à l'usine avec l'arbre de Noël. Mais il y avait les machines qui tournaient, donc la fabrication tournait toujours. Ouais. Là, c'était des anniversaires, ça, il y a ton papa, là. Là aussi. Il est partout. Le papa.
Le fait de penser tout ce que j'ai pu me lever les nuits pour aller régler des problèmes la nuit, me lever, aller à la mairie. Toutes les heures que j'ai passées pour corriger certaines choses, pour essayer d'avoir une usine qui tournait correctement, et puis tout d'un coup, on va dire, on la fout à la ferraille, quoi. C'est choquant. Vous ne pouvez pas changer la réalité et les règles économiques. Vous ne pouvez pas aller contre cette réalité, même si vous êtes porté par vos émotions. Tôt ou tard, il y a un moment où il faut l'admettre. On ne peut pas continuer. Je leur en veux, oui, parce que pour moi, le site était quand même rentable. On aurait pu le sauver, on aurait pu l'améliorer. Et je ne comprends pas vraiment la décision de vouloir absolument le fermer. Je pense qu'on a tous en Suisse aujourd'hui, avec cette fermeture, perdu quelque chose. Un savoir-faire qui était centenaire. Et ça, c'est un peu comme si on perd quelqu'un de la famille, quoi. On ne le reverra plus, et ça, c'est la vérité.